Bonjour et bienvenue dans ce podcast. Dans le cadre de Bâton Studio, j'interviewe des personnalités sur leurs croyances. Ici, nous parlons de tarot, d'astrologie, d'amour, de substance, de fantômes et de magie. Dans cet épisode, je reçois la magnétique Mademoiselle Agnès. Agnès est une figure emblématique de la télévision française et de l'univers de la mode. Elle débute dans les années 90 sur Canal, dans l'émission Nulle part ailleurs, où son ton décalé et son style inimitable séduit les esprits. Passionnée de mode, elle collabore avec l'édition française de Vogue, puis fonde sa société de production La La La, spécialisée dans les reportages sur la mode et la haute couture. Elle produit notamment Signé Chanel, un documentaire feuilleton en 5 épisodes sur une collection haute couture Chanel, diffusée sur Arte et acclamée à l'international. Mademoiselle Agnès est également adorée pour ses habillés pour, où elle commente les défilés avec humour, style et acuité. Mademoiselle Agnès, c'est un ton, une allure, une intuition. Elle éveille, elle amuse, elle inspire, toujours avec éclat. Moi, je la vois comme un modèle. Même bien avant de la rencontrer, il y avait cette reconnaissance intime qui ne demandait qu'à être confirmée. C'est donc avec une émotion certaine que je vous partage cette conversation précieuse. On a parlé d'abandon de soi, d'alcoolisme, du signe du scorpion, de spiritualité, du fait que Jésus était quand même vachement bien foutu, de renaissance, d'aimer traverser les crises et de ce qu'elles ont à nous apporter. Cet épisode est la première partie d'un échange en 2 temps. Je vous souhaite une écoute douce et inspirée. Coucou Agnès. Salut. Tiens, Ça j'avais va mes lunettes parce que je te vois là. Bah oui. Alors Agnès, est-ce que tu es prête à répondre à toutes les questions du podcast ? Eh ben écoute, prête pour une entrevue. On y va. T'es quel signe astrologique ? Je suis scorpion. Ok. Scorpionne, devrait-on dire. Je suis scorpionne. Mon père était scorpion. Et toi, qu'est-ce que ça te fait d'être scorpion ? Qu'est-ce que tu sais de ce signe ? Alors c'est un tout petit peu particulier parce que je me suis construite sur l'idée que j'étais scorpion ascendant scorpion. Mais ma mère s'est plantée d'1 heure en me donnant mon heure de naissance. On va dire de 8h moins 20, on est passé à 9h moins 20, quoi. Et en fait, tu changes d'ascendant. Donc, je ne suis pas scorpion ascendant scorpion, mais scorpion ascendant sagittaire. Je l'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça, il y a peut-être 5 ans. J'ai vraiment appris ça comme un... Alors, au vu de la réputation des scorpions, toute ma vie, le fait d'être scorpion, ou me confortait dans des comportements, ou faisait fuir des personnes, parce que Scorpion c'est un signe assez fort quand même et qui peut effrayer un peu les gens, tu vois, il n'est pas toujours dans les signes le plus... pas le plus, tu vois, c'est un peu toujours un signe fort, quoi. Donc j'avais ce double signe en Scorpion, et au départ j'étais déçue, et ça a fini par m'apaiser. Je me trouvais pas... quelqu'un d'affreux pour un scorpion non plus, tu vois, ouais. Dans les réactions que ça provoquait, je me disais que l'ascendant en double signe pouvait peut-être équilibrer, donc je m'étais faite à l'idée en étant scorpion, mais que finalement le fait d'être scorpion, ça pouvait annuler par moments ou rééquilibrer en gros les défauts du scorpion, où tu sais, ma mère a pu me dire petite, il y avait un petit côté, t'as pris tous les défauts de ton père. Mais finalement, je me suis construit aussi, le connaissant pas, comme, pourquoi pas ne pas en faire aussi une fierté, ou aller bien me foutre dans les comportements. Tu le connais pas, mais tu sais qu'il est scorpion, c'est dingue. Ça c'est sûr. Il est né fin octobre, lui. Alors c'est vrai qu'on pense pas au départ que c'est un signe d'eau, ce qui est le cas. Bon, c'est une sale bête, le scorpion. Donc, je trouve quand même que l'image du scorpion par rapport au trait de caractère le plus flagrant chez le scorpion, pour moi, c'est l'autodestruction. Et donc, avec cette idée de cette bestiole à queue qui pique, enfin, tu vois, je trouve que ça matche assez bien avec l'autodestruction et c'est un peu vérifié dans mon cas. Dans mon cas aussi. Voilà. Alors, ça peut être autodestruction, mais parfois, ça peut être finalement un manque de confiance, ça peut être du doute, ça peut être de l'auto-jugement très, très, très féroce, parfois de l'autocensure. C'est un empêcheur de faire, souvent. Donc, signe d'eau, mais que je vis un peu comme un signe de feu aussi. C'est aussi un signe de feu. Puisque les 2 planètes qui dirigent le scorpion, c'est Pluton et Mars.
On est aussi gouverné par Mars. Donc on est des putains de guerriers. On a une endurance à toute épreuve. On est hyper pugnace. Oui, on est dur avec nous-mêmes, mais on est aussi hyper... on relève les challenges. On est le phénix. On peut rebondir. Ouais. Très intuitive, je dirais, en ce qui me concerne. Instinctive. Alors, instinctive, parfois j'écoute mon instinct, parfois pas. En revanche, l'intuition, ça, c'est très, très, très fort chez moi. Je suis presque au don, mais que j'ai pas déterminé. En fait, j'avais vu dans le Gers un rebouteux, là, et quand je suis rentrée dans la pièce, le mec m'a dit, mais est-ce que vous savez que vous avez un don? J'ai dit non, mais j'étais pas si surprise. Et ça serait de l'ordre de l'intuition. Alors, est-ce que c'est de la synchronicité? Je peux vraiment penser très fort à quelqu'un ou en rêver, le voir le lendemain alors que j'ai pas vu la personne depuis 5 ans. Parfois, j'ai même l'impression de voir un truc. Maintenant, matérialiser ce don, comment, j'en sais rien. Mais donc, en fait, voilà, je pense que chez le Scorpion, il y a de l'intuition. Alors oui, il y a quelque chose qui était lourd un peu dans le Scorpion. Tu as cette image donc, de femme forte qui me fatigue aujourd'hui. Je suis fatiguée des femmes fortes, je ne sais pas ce que ça veut dire, même si la résilience, c'est extraordinaire et de pouvoir rebondir. Mais parfois, j'ai envie de dire, mais à quel prix? C'est même pas de la résilience, c'est de la survie, quoi. C'est de la survie. Et être une femme forte, je trouve que c'est plus parce qu'on survit, quoi. Mais c'est fatigant, je trouve. Parce que être une femme forte, ça veut dire que tu n'as pas le droit d'être un peu fragile ou un peu faible à un moment. Ouais. Et ça m'a épuisée toute ma vie. Épuisée, tu vois. Pour le lâcher prise, c'est terrible, quoi. Ouais. Et là, j'ai qu'une envie, c'est de lâcher prise, quoi. Ah ouais, lâcher prise. Le Sagittaire va reprendre le dessus, t'es quand même ascendant. C'est-à-dire que maintenant que tu as découvert que tu étais Sagittaire, tu vas pouvoir te laisser... au plaisir, au divertissement simple, à la découverte des gens, vraiment... Oh, la paix! Ouais, la paix. La paix! Chemin vers la paix, quoi. Tu vois, c'est en tant que femme, encore plus aujourd'hui, et femme Scorpion, je veux la paix. Et qui est, comme tout ce que tu peux faire dans la vie, forcément un cheminement et qui n'est pas du tout intéressant de passer à guerre à paix. Enfin, je veux dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est tout ce qui se passe, l'évolution et ce que la vie te permet de transformer. En fait, je crois beaucoup, aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez récent dans ma manière de voir les choses, c'est que la vie est faite pour ça, pour évoluer et pour tout transformer, enfin, au maximum pour la transformation. Et l'acceptation va de pair avec la transformation parce que le lâcher prise. Tu peux pas, voilà, et le lâcher prise. Et tu peux pas transformer si tu n'acceptes pas, en fait, qui tu es. Après, tu peux décider, prendre des décisions. Et si les autres peuvent pas forcément te changer, je peux décider, moi, de changer des choses, des comportements, des réactions qui me gonflent, quoi. Ouais. T'as déjà fait ton thème natal? Martina, elle a dû me faire ça. Non, elle est numérologue. T'es quoi comme numéro? En ce moment? De manière générale, toi. Ah oui. Il faut que je regarde sur le mail. Alors ça, c'est complètement fou. J'ai regardé 100 fois. J'oublie. Mais ce qu'elle te dit quand même, qu'est-ce que tu retiens de ce qu'elle t'a dit, Martina, par exemple? Ou une chose, si tu devais nous dire une chose que tu as retenue, qui t'a aidé. Il me faut de la méthode. Et le petit fameux, tu te resserres toujours les mêmes plats. Ouais, bah oui, elle dit tout le temps ça. Je pense que ça marche. Alors pour le coup, dans le genre universel, ça marche pour tout le monde. Mais évidemment qu'on se resserre toujours les mêmes plats. Donc cette conscience-là, de savoir quand je suis en train de me resservir le même plat. Donc là-dessus, je peux avoir maintenant un pouvoir parce que c'est acquis. Ouais. Donc je dis, oulalalala, c'est comme les filles qui vont toujours vers les bad boys ou qui vont, tu vois, quand tu vas toujours... Tu sais ces filles. Tu sais ces filles. Non mais tu les connais, c'est pas des tocs, mais... Des patterns, quoi. Ouais, des patterns. Des patterns. Ouais. Et des nanas comme Martina, l'astrologie, une psy. Mon rapport aux intervenants. Ouais, c'est ça. Je les appelle comme ça. Ça peut être, quand je faisais des crises de panique, de spasmophilie, j'avais un acupuncteur génial, Ngo, mais je le vois plus. Enfin, c'est 2 ans, cet intervenant, puis s'il y en a un qui vient s'insérer dans son travail qui me fait du bien, ça peut être
après l'autre, mais ça peut être après un ostéo crânien qui me fait du bien. Enfin, tu vois, j'ai quand même eu toujours dans ma vie des intervenants pour à un moment me soutenir là où j'en avais besoin. Mais au moment le plus compliqué de ma vie, où j'ai vraiment enchaîné, j'ai vraiment eu, on va dire, là, des obstacles à surmonter, j'ai complètement lâché les intervenants. Alors que c'est le moment où j'en avais plus besoin. Donc j'avais plus de psy, j'avais plus trop de garde-fous. J'avais fait une fausse couche très tardive. Ok. Donc une épreuve physique, psychologique, et un moment où j'étais pas très heureuse dans mon travail, il y avait des changements dans le boulot, avec la boîte, comme j'avais fait un parcours de PMA avant d'être enceinte, il y avait toute cette prise d'hormones pendant 2 ans, enfin tout était chamboulé là, j'avais quand même déjà 44 ou 45 ans, donc je vais pas dire préménopause, mais enfin tu vois, hormonalement, tout était quand même plutôt violent en fait. Et à un moment où j'aurais dû être plus que jamais soutenue, accompagnée, mais par des professionnels, c'est même pas là, tu peux même pas demander ça à tes potes, quoi. Non, ça n'a rien même à voir. S'ils sont là, ça n'a rien à voir. Donc, et puis l'aide d'une Martina, d'un acupuncteur, ça n'a rien à voir avec les potes. Les potes, c'est des histoires d'amour. Oui, ou l'acupuncteur, c'est... Mais j'avais fait pas mal. En fait, j'avais une autre acupunctrice, mais pour les histoires de fertilité. Donc, encore accompagnée pendant le parcours de PMA, mais après, c'est le plongeon. Et là, tu as fait une introspection de dingue, donc tu as fait une dépression, j'ai fait une dépression, mais que je qualifiais de dépression joyeuse. C'est comment une dépression joyeuse ? J'avais pas conscience à ce point-là que j'allais mal, quoi. Parce qu'une dépression joyeuse, c'est avec mon côté peut-être aussi un peu fêtarde, le fait d'arriver quand même, avoir les potes, d'aller faire la fête, je pouvais m'amuser. J'étais pas au stade de dépression où j'étais enfermée chez moi et je pouvais pas me lever. Donc elle était latente, mais elle n'était pas du tout consciente, jusqu'à ce que je m'aperçoive que non, c'était pas joyeux en fait. La dépression, en fait, ce que tu appelles dépression, c'est une dépréciation de toi-même. C'est ce que ouais. Plus de jus, plus d'envie, plus de jus. Les mecs trahis, tu vois, ça déteste me sentir trahi aussi. J'ai beaucoup de mal en étant, je pense, scorpionne aussi. La trahison, c'est une sorte d'injustice. Et puis surtout, à ce moment-là, d'un déni de trucs que je voyais pas du tout et de non-respect de moi-même et de ma personne. Donc, quelque part, de très, 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 très mal m'occuper de moi, de m'être presque mise de côté. Alors, ah oui, je l'appelle la dépression joyeuse, je sais exactement pourquoi. Parce qu'en bonne scorpionne qui se relève et qui rebondit, on passe sur la fausse couche. Derrière, je suis partie comme un bateau de guerre sur l'adoption de ma fille. Donc, en fait, là, c'était non seulement, là aussi, un chemin, mais le tunnel... avec au bout du tunnel, il y avait l'adoption de ma fille. Et ça, c'est le cadeau, la chose la plus merveilleuse qui me soit arrivée de toute mon existence. Donc, je ne pouvais pas accepter d'être en dépression alors que j'avais un bébé de 8 mois dans les bras et dont je me suis toujours occupée et était tellement heureuse de l'avoir que ça n'allait pas, cette naissance, presque une renaissance, ne pouvait pas aller avec la dépression à ce moment-là. Donc je la mettais sous le tapis quand même, tu vois. Non, c'était pas possible. Donc en fait, tout ce qui s'était passé avant, c'était un peu comme si ça n'avait pas existé, alors que j'en avais les stigmates, les séquelles, et que je les trimballais avec moi et que je les avais pas soignés. Donc la période était pour le coup très très déstabilisante. Mais bizarrement, le déni, c'est la première fois que c'était plutôt dans la relation amoureuse où j'ai vraiment vu ce que pouvait être le déni. Parce qu'à plein d'autres endroits, j'en ai pas du tout. J'ai plutôt un regard assez juste sur ce que je me fais croire ou la réalité. Enfin, je peux être assez juste avec ça, mais peut-être pas en amour.
Et l'amour, c'est un terrain pour toi, c'est quelque chose de compliqué avec les hommes, hein, on parle pas avec ta fille, pas avec tes amis. Ah ben là, l'amour homme-femme, parce que toi, t'es hétéro. Pampan. En fait, c'est même pas une question de sexualité là, c'est une question d'amour. Donc en fait, je me rapproche plus de l'idée de l'amour, qu'elle vienne d'un homme ou d'une femme. J'ai besoin d'amour, d'un amour qui soit pas cet amour fou et ambivalent de la maternité et de la filiation et de ma fille, parce que là, elle a pulvérisé tout le monde en fait. Donc si tu veux, moi, depuis ça, ces dernières années, je me suis consacrée à ma fille et à l'amour que j'ai pour elle, qu'elle a pour moi, et au fait qu'on s'élève l'une et l'autre. Et Vraiment. quand tu parles du déni, juste pour revenir à la question des scorpions, de cette dépression, de justement foncer et ne pas voir et ne pas s'arrêter et prendre soin de soi, justement la vulnérabilité, notre propre vulnérabilité, enfin tout ça, ce dont on est en train de parler. Quand je te disais t'es hétéro, je disais juste on parle d'homme, ou on parle quand tu dis ta capacité de déni en amour. Je parlais des hommes. Ouais. Et peut-être une vision de l'amitié dont je prends conscience maintenant, qui a changé également. Qu'est-ce qui a changé pour les hommes et pour les amis potes? Alors, pour les hommes, j'ai fait un rejet. Hein. On va être très clair. Le truc basique. S'accompagnant, si tu veux, en plus du mouvement MeToo, où les choses remontent, bon, d'abord la libération de la parole, mais où, par rapport à ton avancée dans l'âge, c'est fou de constater à quel point, est-ce que c'est les mémoires traumatiques, ou à quel point les souvenirs te reviennent de manière épisodique, mais parfois extrêmement clairement. Donc c'est l'espèce de marasme, ça bouillonne et tout d'un coup tu as un truc qui réapparaît comme un geyser de comportements totalement déplacés que les hommes ont pu avoir à mon égard, qui a pu se mélanger à la culpabilité qui va avec pour les femmes, c'est de notre faute, mais qui va complètement à l'époque dans laquelle j'ai pu vivre et être élevée, où les mecs se comportaient pas comme ils peuvent comme ils ne peuvent plus se comporter aujourd'hui, mais qui étaient complètement acceptés, parce que, et puis honnêtement, j'ai été autant armée que désarmée, mais j'étais c'est comme un conditionnement. Tant que les femmes n'en parlant pas, mais regarde, c'est comme la dépression. Aujourd'hui, d'avoir un demeurant qui dit « je suis un malade mental », ça fait du bien. Et alors c'est très drôle, parce que les réseaux sociaux, pour ça, sont un espèce de miroir de la société, où à un moment donné, tout d'un coup, tout le monde prend la parole pour dire « moi aussi j'ai été violée », tout le monde prend la parole pour dire « moi aussi je suis dépressive et je n'ai pas honte de le dire ». Enfin bon... moi aussi je suis alcoolique. Moi aussi je suis alcoolique. J'ai pris plein de moi aussi je suis alcoolique. Mais moi, quand j'entends Muriel Robin, j'ai tout en commun avec Mumu. Hein. Je suis alcoolique. Je suis allée le dire aux alcooliques anonymes. Et avant qu'elle en parle, mais aujourd'hui j'aurais peut-être moins de mal à te le dire à ce micro, alors qu'il y a 3 mois, est-ce que j'aurais... Oui, parce que je trouve que l'alcool et les femmes, c'est un sujet, et que c'est pour le coup pour le coup, on n'en peut plus dire pour le coup. C'est un engagement, une cause pour laquelle je pourrais m'engager. L'alcoolisme. Ouais, au féminin. C'est caché chez les femmes, et puis que quand même les bonhommes, tu sais, c'est une question de métabolisme aussi. Quand t'es un peu en plus menu, petite puce et tout, physiologiquement, chimiquement, c'est pas tout à fait la même chose. Et puis bon, une fois de plus, on va pas, c'est associé à une forme de pouvoir pour les hommes, enfin le fait de boire. En termes d'image aussi, sur une femme, c'est vite très moche. Physiquement, les dégâts sur les femmes sont quand même beaucoup plus importants que sur les hommes. Donc il y a encore plein de croyances et d'injonctions qui font qu'on n'a pas eu ce rapport. C'est de la souffrance quand même chez les femmes quand on boit, plus que chez les hommes. C'est un peu une posture où, au pire, ils deviennent alcooliques, ça dérape, mais c'était parti de quelque chose de pas festif. Mais tu vois, même si moi, mon rapport à l'alcool était plutôt dans la fête au départ, mais quand tu creuses,
tu mets le point sur certains traumatismes, choses que tu voulais pas voir, et choses que tu caches, enfin, j'en sais rien. Et pour boucler quand même avec les hommes, c'est aussi, dans la relation toxique que j'ai pu avoir, très lié à l'alcool. Ça veut dire que tu fais l'amour, t'es alcoolisé, et que tu peux réaliser que tes dernières relations, malgré tout, plus ou moins alcoolisées, hein, je ne parle pas d'être ivre-caisse, mais l'amour était associé à la prise d'alcool dans ma vie. Donc, mon rapport avec les hommes et l'amour, et surtout et la sexualité, et quand on parle de Scorpion, signe du sexe par excellence, soi-disant, non? L'organe, c'est le sexe. Totalement. L'organe, c'est l'organe sexuel. C'est chaque signe a son organe. Et nous, c'est le sexe. On a une capacité à... C'est pour ça qu'on parle de mourir et de renaître. C'est la petite mort, enfin, c'est la jouissance, en fait. Et on est, au moment où je te parle, moi, je la sens, l'énergie. Et elle est là. Ouais. Alors ça, je l'ai sur, par exemple, moi, j'ai été très, très, très peu malade. Enfin, j'ai pas eu... Mais même l'appendicite, les amygdales, toutes ces petites opérations qu'on avait petits, où tu as toujours des enfants qui se cassaient une patte, qui avaient un plâtre. Alors moi, mais nickel. Ouais. À chaque fois que j'ai eu une galère, c'était là. Conisation sévère à 19 ans, c'est-à-dire dysplasie sévère, on est au seuil du cancer de l'utérus, j'ai une conisation, ce qui a fait que j'ai été dans l'incapacité d'avoir un enfant naturellement. Je te passe les mycoses et tout, là, les chlamydia, toutes ces MST. Maladies, Donc tout, à chaque fois que j'ai dû mettre un pied à l'hôpital, c'est là que ça se passait. Quand je suis tombée enceinte, j'ai dû être cerclée. Enfin, tu vois, donc pour donner la vie, on m'avait cerclée. Ça a fait quand même l'utérus entouré de ferraille. Donc là-dessus, oui, le sexe c'est quelque chose de très présent. Maintenant, dans ce qui est sexe, plaisir, amour, sexualité, sensualité, épanouissement, etc., suite à ces années de cette dépression joyeuse, au pieu, c'était pas joyeux, il se passait rien parce que j'étais concentrée sur ma fille et que j'avais un rapport aux hommes où je m'étais sentie trahie et que j'avais même pas envie qu'il y en ait un qui passe le pas de ma porte, quoi. Donc, et voilà. t'es réconciliée là aujourd'hui avec les hommes ou toujours pas? En cours de réconciliation. Okay. Mais même pas encore avec les hommes, avec mon corps. Et comment tu et fais avec tous ces instruments magiques. C'est quoi les instruments magiques? Eh ben des gods. Womanizer. Ouais. C'était sympa de se dire... Bon, il y a un petit peu de temps maintenant, mais d'être passage du désir, faire le plein, quoi. Mais ça, c'est génial. Mais qui était aussi une manière d'affirmer que j'étais pas encore prête. Même pour ça, j'avais pas besoin d'eux, quoi. Si c'était juste une question de jouissance et d'avoir un orgasme, franchement, ça marche du tonnerre. Ah ouais. Il est fou, ce womanizer. Ouais. C'est le démon, quoi. Mais moi, j'utilise des gods aussi. Moi, j'ai pas ce truc-là. On m'en avait offert un, mais il a tenu 2 semaines, je l'ai pété. Mais moi, j'utilise plein de jouets. Mais ça n'a rien à voir, en fait. Non, mais c'est un apprentissage de ton corps et de soi et même de se rendre compte à quel point j'ai pas appris à faire l'amour. Mais est-ce que tu avais appris à te masturber déjà? Tu t'es masturbée jeune, toi? Non, pas si jeune que ça. Non, j'ai eu connaissance de l'existence de masturbation à 18 balais ou à 20 balais avec la copine avec qui... Enfin, mais c'était pas quelque chose que j'utilisais. Ouais. Moi, j'avais vraiment besoin des hommes. Donc, c'est venu plus tard. Bon, tout ça pour dire que non, j'ai hâte de faire l'amour sobre. Parce que tu l'as pas encore fait? Non. Et t'es sobre depuis 3 ans. Ah ouais. Ouais. Et l'arrêt de l'alcool, donc tu me disais tout à l'heure en off, ça n'a pas du tout été dur. Moi, 20 jours là aujourd'hui. 3 ans sans alcool, 3 ans sans baiser avec un mec. J'ai dit avec un mec. Non, l'arrêt de l'alcool, c'est... tu sais, c'est comme quand tu veux rompre avec un mec. Généralement, avant la rupture, ça fait 1 an, parfois 2 ans que tu dis...
ça va pas, on va s'arrêter, ou je vais te quitter, ou tu vas, peu importe. Mais tu vois, en fait, tu arrêtes quand tu es prête. Donc je pense que c'est quelque chose qui me travaillait depuis 2 ans, à savoir, là, encore un petit déni. Je savais potentiellement que le problème pouvait venir de là, mais j'étais pas alcoolique, j'étais excessive. C'était un trait de caractère que j'ai toujours eu. Et puis que j'avais un alcool festif, et c'était plutôt ou le vendredi soir pour rigoler, jusqu'à ce qu'après ça devienne quand même, depuis le confinement, tu vois, quelque chose qui a vraiment changé les choses et qui font qu'à 18h après le boulot, c'était le petit verre avec... on avait bu un verre, et puis après c'était 2 et peut-être 3, et puis tiens, si on allait continuer à la maison, et que tout d'un coup je disais, oh là là, attention, j'étais capable de faire la fête, c'était pas un anniversaire avec 40 personnes. À 3, on se bidonnait, hein. En même temps, j'ai des souvenirs extraordinaires, enfin tu vois... On peut mettre la musique à fond et faire une boum à la maison de 22h à 23h15. Hein. Après, je pouvais aller me coucher. Mais c'était quelque chose qui changeait, où je voyais bien que ça changeait mon comportement et que ma responsabilité de maman, à un moment, faisait que si j'étais plus en capacité à répondre aux besoins de ma fille parce que pas vigilante... ça commençait à me travailler vraiment jusqu'au jour où, mais grâce aussi à une amie, mais parce que j'étais prête, qui a dit les bons mots au bon moment, j'ai dit on est dimanche, demain je vais aux Alcooliques Anonymes, et j'ai même pas fait de cas à me dire je vais m'en sortir toute seule, je vais m'arrêter toute seule. Enfin, j'avais besoin de m'engager auprès de, en l'occurrence, cette fraternité, qui est que ça commence par dire bonjour, je m'appelle Agnès, je suis alcoolique. Et pour moi, c'était arriver à dire cette phrase, t'en as pas envie, hein. De toute façon, qui a envie d'arrêter de boire? Personne. T'as pas envie d'arrêter de boire, c'est pas vrai. C'est sympa de boire quand même et de partager avec des amis un bon verre de vin, avec un bon repas, enfin tu vois, c'est pas un truc que tu peux concevoir en disant j'ai envie d'arrêter de boire. Donc quand on arrête de boire, c'est qu'on a un problème avec l'alcool. Ouais, ça peut plus continuer comme ça, je ne peux plus boire en fait. J'ai pas forcément envie, mais je dois arrêter de boire. Rien que pour voir ce que ça fait. Et alors, qu'est-ce que ça fait? C'est super. Moi, je suis très très contente de cette décision. C'est la décision la plus existentielle. Mais moi, il est même pas. J'envisage même pas la rechute en fait. C'est la première goutte du premier verre. Ça ne m'intéresse plus. Ça ne m'intéresse plus parce que je sais que c'est comme des réflexes pavlovien, je sais très bien que tout ce boulot, je vais repartir à zéro, et voire peut-être pire, même souvent dans les rechutes, tu vois, à la seconde, il n'en est pas question, parce que c'est trop intéressant le travail que je fais, la clarté, la clairvoyance que je peux avoir sur là où j'en suis, beaucoup moins de déni, l'envie de m'occuper de moi, de me respecter, d'explorer, mais des premières fois. C'est presque moi, faire l'amour sans être alcoolisé, je peux le considérer à 56 ans comme une première fois. C'est extraordinaire d'avoir encore plein de premières fois. Mais quand tu as eu des petits copains, attends, vu qu'on parle de ça, quand tu as eu des petits copains, des mecs, machin, ça t'arrivait de faire l'amour le matin, on est pas. Ouais, on est en gueule-gueule. Non, mais j'ai pas fait toute ma vie l'amour alcoolisé. Mais l'état de conscience dans lequel tu es. Les dernières années, sur la première fois que j'ai couché avec un mec, j'avais bu à 13 ans et demi. J'avais bu un whisky coca. Non mais, comment veux-tu quoi? Comment veux-tu? Et j'ai pas peur de faire le chemin à l'envers, de regarder dans le passé, mais pour comprendre et m'ancrer dans le présent, et pourquoi pas commencer à rêver. Ouais. Grand, beaucoup plus grand. Est-ce que pour toi, de boire, effectivement, c'était synonyme de... D'abandon. D'abandon. Puis surtout le corps te parle, et c'est vrai que j'ai commencé, depuis le confinement, moi qui ne m'étais jamais blessée, je me blessais beaucoup. Tu tords un tout petit peu la cheville, là ça pétait. Je descends les escaliers pour aller rejoindre une copine, je suis en birque, j'ai bu 2 verres, quoi, tu vois. Je descends trop vite les escaliers, bam, les côtes cassées. Entre les 2 maisons, là, un petit terre-plein, un petit dos d'âne, boum, la voiturette. Sur le côté, c'est rien, c'est une voiturette, ça va à 3 à l'heure, mais enfin, tu vois. Et là, mon corps disait stop, quoi. Enfin, je me blessais alors que je me blessais pas. Donc,
petit cocard, 6 mois l'œil au beurre noir. 6 mois. Un truc de fou. Mohamed Ali, après son plus beau combat, quoi. Oh mais c'est pas grave, ça va partir dans 4 jours. Cette cicatrice-là, pendant 6 mois, malgré tout, bon, jaune, vert, violet, bleu, comme ça, mais j'ai eu un cerne jaune-violet pendant 6 mois. Quand tu te regardes dans le miroir, à chaque fois que tu te regardes, me rappelle à ça, quoi, quand même. Donc il était grand temps de se dire, si j'essayais ça. Alors j'ai aucun problème à aller dans des dîners, moi, où les gens boivent et tout, enfin... Je suis tolérante, hein, je donne de leçons à personne. Hein. Alors vraiment, chacun fait comme il a bien envie. Sauf si non-assistance à personne en danger ou appel détresse. C'est pour ça que je trouve que c'est encourageant d'en parler. En plus, effectivement, c'est très bien qu'une représentation de l'alcool assez glamourisée. Et ça... faut arrêter de voir des gonzesses qui ont sauvé le monde, la Maison Blanche, et qui rentrent le soir. Enfin, tu vois, le truc qui fait du bien, c'est elles sont seules avec des énormes ballons de rouge. Mais tu parles de la nana, l'avocate. Dans Scandale aussi. Oui, génial. Tu vois très bien. Elle est toujours en cachemire blanc et elle se fait mais c'est des ballons de rouge, mais c'est des vases, quoi. C'est génial. Elle est géniale. Je l'adore. Enfin, tu vois. Mais c'est vrai qu'on est aussi, on comprend que ça fait décompresser un peu. Non, ça change. Ça change. D'abord, j'ai remarqué que dans les dîners, même un peu mondains, moi, les serveurs, en fait, quand t'es comme ça dans des dîners et qu'ils te servent, que t'as pas des bouteilles sur table, les mecs me servent, ils me demandent pas si je veux du vin. Ouais. L'autre fois, je lui ai dit, normalement, ils te disent, je sais pas, rouge ou blanc. Ouais. Et dans ce cas-là, tu dis, non merci, pas de vin. 2-3 fois, je me suis retrouvée à me faire servir. Bon, alors ça, faut pas batailler. Maintenant, je garde le verre. Je le laisse devant moi. Et comme il ne descend pas, on me resserre pas. Ouais, on est très, très, très sollicité, c'est accessible. Alors oui, t'as évidemment... T'es chiante. En fait, tu peux perdre le rôle que tu avais. Tu perds ton rôle de celle qui partait la dernière, de très drôle. Donc, ça peut avoir une incidence sur tes relations avec tes amis. Moi, je trouve que l'alcool avait surtout, elle, une incidence très grave sur mes amitiés. C'est mon côté scorpion que tu as aussi excessif, très guerrier. Donc, du coup, en fait, too much. Et encore plus avec l'alcool. Et donc, du coup, putain, mais t'as montré tes seins à mon mec, en fait. Enfin, tu vois, des trucs pas très graves. Mais bien sûr. Mais qui, moi, j'en avais marre de ce personnage. Mais c'est épuisant, Juliette. C'est épuisant. Et c'est du temps que tu passes pas, ni à faire le bien, ni à te faire du bien. Et même, de plus en plus, à être maladroite, à faire les trucs de travers, peut-être à faire le mal inconsciemment. Jusqu'où ? Je suis d'accord. Donc, après... Peu importe, ça permet d'y voir plus clair. S'il y a des choses qui se trient, qui se perdent en route, qui reviennent, enfin tu vois, ça circule, c'est en mouvement, c'est pas simple tout le temps. Tu remets un peu tes fondamentaux, les valeurs auxquelles tu crois. Moi, l'alcool, ça m'a permis de dire oui tout le temps. Maintenant, je peux dire non. T'as eu une religion, toi? Est-ce que t'as des pratiques et t'as des croyances? Viens, on parle de ça, de spiritualité. Moi, j'ai été baptisée. Donc catholique. Ouais, j'ai une tante qui est vraiment bigote, quoi. Tante Annie. Donc, voilà. J'ai baptisé ma fille, tu vois, qui vient du Vietnam, donc qui est vietnamienne. Je l'ai baptisée, elle avait 2 ans. Okay. Enfin, très, très, très joli baptême. Bon, à l'église, voilà. Bon, je l'ai fait, mais vraiment, tu sais, dans l'idée, je me disais, je sais pas si elle veut se marier, qu'elle veut se marier à l'église, elle pourra parce qu'elle est baptisée. Enfin, tu vois, vraiment. Après... Mais t'as bien aimé quand même toute la cérémonie? Oui, j'ai aimé l'idée de la baptiser. Après... Pour un sentiment d'appartenance, pour un sentiment Non. C'était une cérémonie qui actait pas sa 2e naissance, mais... Tu vois, il y avait quelque chose, c'était possible de... C'est vrai que j'aimais bien cette histoire d'eau bénite. Oui, j'ai des croyances. Moi, la religion, je vais te dire, j'ai été gamine. Mon premier crush, c'est Jésus, quoi. Voilà. Tous les mecs devaient être un peu bruns barbus,
mal rasé, aux yeux clairs. Enfin, c'était vraiment... cette image de Jésus me plaisait beaucoup. Tu vois, il est musclé sur la croix. Ouais, j'avais il est assez bien foutu, j'avais une attirance, on va presque dire, j'ai une attirance physique pour Jésus. Et voilà, Jésus m'a toujours plu. Alors, j'ai une passion pour les croix. Voilà. T'en as une? Ouais, j'ai juste un petit tatou, j'ai une croix. J'adore les croix. Tu l'as fait à combien de temps? Oh, il y a 10 ans, en interviewant un tatoueur. Ok, parfait. Le tatoueur de Marc Jacobs chez Colette. Et donc, il m'expliquait les tatouages, les Bob l'éponge de Marc Jacobs, etc. Et du coup, j'ai dit, ça fait mal. À un moment, il m'a dit, oh là, bon, vas-y, tu veux voir si ça fait mal, je peux pas te le dire. Moi, pour le savoir, il faut que tu essayes. Et on a improvisé une croix en 2 secondes pendant l'interview. Okay. Mais c'est le seul tatou que j'aime, c'est une croix. Alors, tu vois, Jésus, alors est-ce que... j'ai un côté mon chemin de croix, je porte ma croix... Tu vois, je m'en suis bien mis sur les épaules, toute seule, charger la mule. Être dans le dur, c'est très simple. Dans le dur. Donc après, j'aime le design de la croix, j'aime beaucoup. J'aime bien les églises. Voilà, je peux entrer, tu vois, je vais souvent en Petit Père, Notre-Dame des Victoires, le Miracle. Là, par exemple, c'est très récent, mais... en déjeunant avec mon ami Alexandre Mathiussi, en sortant du déjeuner de chez Georges, je suis allée poser des veilleuses, prennent la carte bleue. Mais non, c'est génial. Tu dis non, je peux pas prendre un cierge ou une veilleuse, j'ai pas de thune, ils prennent la carte bleue. Bah évidemment, l'église, vieux comme le monde, ça tourne encore. Bah oui, ça tourne bien. Ça tourne bien. Bah écoute, c'est pratique. Et tu fais une prière? Ouais, je fais une prière. Alors là, c'est la Vierge, au Petit Père. Alors évidemment, j'aime le côté ex-voto, le côté iconique, c'est assez esthétique, tu vois, de Jésus et de la Vierge. Après, oui, moi petite, je demandais tout à mon petit Jésus, quoi. Quoi, par exemple? Peut-être que Cynthia soit dans ma classe? Ouais, tout était demandé à mon petit Jésus. Et ça a duré jusqu'à quel âge? Parce que ça s'est arrêté là où ça continue. Ça s'était bien arrêté, je pense. Bonne adolescence, plus rien à branler, de rien. 13 ans et demi, vodka, 14, coca, après, là, 16 ans, on va dire, 16 ans, 16, 17, 18, j'avais fait une bonne crise d'adolescence, vraiment, forte. Ce que j'aime bien, l'idée de la faire à cet âge-là, comme ça, la crise à 30 ans, ça fait chier. En même temps, dans mon côté un peu spirituel, c'est que j'adore traverser, en fait, des crises. Je trouve que si tu n'as pas de crise existentielle, si tu n'as pas de crise spirituelle, si tu n'as pas de crise d'adolescence, je trouve pas que ça va hyper le coup de vivre cette vie. Enfin, je trouve que ça apprend à vivre, ça apprend à se connaître, à se poser des questions, ce que je te disais un peu au départ. Je trouve que donc là, j'ai une petite crise spirituelle, je pense. En ce moment? Ouais. Ok, et ça se manifeste comment? Ça fait 2 fois que du coup, je suis allée à l'église porter des veilleuses. Ouais. En demandant précisément des choses. Ok. Ça se manifeste, oui, avec l'univers, si tu veux. Alors, comme on est dans une période de développement personnel, là-haut, c'est le BHV, tu lui demandes ce que tu veux, c'est la Samaritaine, on trouve tout, si tu visualises. Bon, alors, avec parcimonie, tous ces conseils de répéter, je me le mérite, je suis bien. J'attire. Pourquoi pas? Je pense qu'effectivement, on attire quand même ce qu'on est capable d'affronter. Et du coup, de se relever. Enfin, si à un moment, si l'univers t'envoie ce truc, cette épreuve. C'est des, comment tu dis, opportunités d'expansion, quoi, opportunités d'évolution. On devient un Pokémon. Après chaque crise, tu deviens un stade au-dessus. Et oui, exactement. Ça te fait grandir, évoluer. Et forcément, donc spirituel d'un côté. Je crois beaucoup aux signes. Alors, je suis une tarée des. J'en peux plus des heures miroirs. Ouais, moi aussi. Et puis tu as un chiffre aussi que t'aimes bien j'ai beaucoup 11, j'ai 9, j'ai 14, j'ai 18, j'ai 21. Tout le temps. Alors, je sais pas si c'est parce que. Et quand ça arrive. Peut-être que j'ai l'horloge qui est là, en fait. C'est peut-être aussi con que ça. Hein. C'est pas con, tout est lié. Pourquoi l'horloge, elle va à ce numéro-là? Là, je suis contente.
Parce que ce que je fais maintenant, parce que j'avais pris un petit tableau qui est assez bien foutu pour les décrire, tu vois. Enfin, il était simple. Donc en fait, je le sais parce que j'arrête pas. Comme je l'ai envoyé à mon pote Lucas, maintenant, comme c'est trop compliqué à trouver dans mes photos, ça m'oblige à penser. Tu vas dans Lucas. Voilà, je vais dans Lucas, donc comme ça, j'ai toujours une pensée pour mon petit Lucas d'amour. Ah ben tu vois, 11 ronds, c'est écoute ton intuition. Ouais. Bon, peu importe. Là, je sais même pas si c'est vrai, si c'est. On s'en fout, je vas-y. sais même pas où j'ai récupéré ce tableau. On s'en fout, tu vois. 19-19, lâche prise, prends du recul. 12-12, tu es sur le bon chemin, continue. Tu vois, bon, peu importe, la victoire est proche. Revois. Alors, le 9-9, sur lequel je tombe assez souvent, il dit revois tes priorités. Moi, j'en fais un truc très basique. Il est 9-9, revois tes priorités. Comme c'est mon début de journée, je vois bien dans quel mood j'étais en train de partir et quel petit chemin prenais-je, le chemin de mon... Avec ma fille, mon lit, on l'appelle... L'autre fois, j'ai dit, bon, je lui fais comme ça, je retourne dans mes appartements, en déconnant. Et la dernière fois, je dis, je vais dans mon palais. Elle m'a dit, non, ton palais. Donc, c'est trop mignon. C'est pas tellement mignon. Donc, je te jure que mon lit, c'est mon palais, quoi. Je me construis un peu des murs dans cette chambre. Si je me mets dans l'action et que le palis, là, on va mettre le panneau de l'hôtel, je peux pas rentrer, quoi. Enfin, ne pas déranger. Ouais. Ne pas déranger. Je suis dans l'action et je fais plein d'autres choses. Donc, le revois tes priorités de 9h va me permettre de dire si j'allais dans cette direction-là, est-ce que c'est bien la priorité en ce moment d'aller te coller 2 heures au pieu? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose à faire? Ah ben si, il y a du tri. Enfin, peu importe. Donc, ça me sert plutôt à ça. Donc, j'aime bien l'idée que c'est un petit ange qui s'est posé. Donc, cet ange m'envoie un message. On va dire celui-là. Et en fait, aujourd'hui, même sans... Je ne vais plus forcément sur le tableau. Je conscientise exactement l'état dans lequel... Tu es au moment où tu vois cet effet miroir. Voilà. Je vois dans quel état je suis. Si j'étais en train de m'angoisser, de machin, je change. Je dis, il faut que tu fasses un truc, en fait, pour pas rester dans cet état. Enfin, je me fais ma petite tambouille. En tout cas, tu fais vraiment le jeu des heures miroirs. C'est-à-dire, ok, bah, miroir, dis-moi ce que je suis en train de faire énergétiquement. Ça te permet de te refoutre bien sur le bon chemin d'identifier, je crois, aux signes. Ouais. Et même quand tu penses à une réflexion le matin et que tu entends une conversation à la boulangerie où ça fait résonance, enfin, tu laisses les choses résonner en toi et tu as conscience que l'univers est un miroir de toi, en fait. En tout cas, qu'il envoie des choses. Après, voilà, il n'y a pas de hasard. Tu croises quelqu'un, dans la discussion, mais je connais quelqu'un qui, boum, juste, elle te donne le contact de la personne dont tu pourrais potentiellement avoir besoin, qui pourrait, par exemple, t'apporter de l'aide. Et comme j'ai, moi, un souci avec... À demander de l'aide, avec l'aide... Tu sais, je travaille beaucoup sur le vocabulaire aussi aujourd'hui, grâce à ma coach qui fait les stages d'acting. Où quand un mot nous emmerde, on le change. Parce que parfois, tu donnes du poids à des mots ou une négativité associée à ce mot plutôt que quelque chose de positif. Donc en fait, maintenant, quand un mot m'emmerde, je le transforme. Tu le changes. Je le change. Donne-nous un exemple. Oh, je te dis n'importe quoi. Si quelqu'un, la notion de discipline ou non, même de travail, l'emmerde, je vais travailler. Oh, quand tu dis je vais travailler, c'est déjà la galère, le métro, le truc, c'est déjà dedans. Eh ben, on a dit je vais jouer bagou. Ce qui ne veut absolument rien dire, mais ça se trouve, c'est même une invention de mots. Ah ben, je vais jouer bagou ce matin, ben, peut-être que rien que la consonance du mot joue bagou me met en joie. Joue bagou. Ouais. Bon. Pourquoi pas? Tu vois ce que je veux dire? Alors, est-ce que l'aide, j'ai pas encore trouvé, parce que j'ai pas besoin de changer le mot aide pour le transformer en quelque chose de positif, d'autorisé. En fait, je m'autorise des choses plus que je ne le faisais, je pense. Donc, c'est parce que je me permets de demander de l'aide que ça devient plus facile. Ça pouvait aller jusqu'à demander de l'aide dans le milieu dans lequel tu travailles. Par exemple, si c'est dans la mode, qui est le seul endroit où, par rapport à ma demande, il n'y a que là que je peux faire cette demande, puisque c'est mon terrain de jeu. Et bien même ça, c'était compliqué. Je ne peux pas lui demander ça à lui, alors que c'est
en termes de business, c'est là que ça se passe. Mon psy me donnait une image comme si tu allais à la pêche. Donc, tu as la mer, on va dire même les bourrées de poissons. En fait, tu restes loin de la mer avec ta canne à pêche et tu lances pas ta canne à pêche dans l'eau pour attraper les poissons, quoi. Et eux, c'est ton business. C'est là-bas que si ça doit mordre, c'est là-bas. Ouais. Non. Comme si le poisson allait, encore une fois, quoi. J'ai la prétention de penser en plus que le poisson va venir m'aider. Ouais. Non, mais tu vois, je me dis, mais c'est même avoir une sacrée haute opinion de soi-même. C'est la même chose d'avoir une dépréciation. C'est ça. C'est exactement la même chose. Je veux dire que une énergie a toujours deux pôles. Quelqu'un qui est soi-disant hyper généreux, qui t'invite, machin, en fait, il y a quelque chose qu'elle partage pas. Ou tu vois, il y a toujours un dark side, un bright side. Bien sûr. Toujours. Bien sûr. Et on parlait de spiritualité. Tu vois, je suis en train de me rendre compte de ça, tu vois, des moments de te dire, mais pour qui tu te prends, meuf, sans déconner. C'est la première fois que je le. Mais c'est surtout que c'est rien de demander de l'aide, en fait. Il faut l'expérimenter, je le comprends en me disant, mais voilà ce qu'on apprend aussi en arrêtant de boire. L'humilité, qui faisait pas forcément partie de mon vocabulaire, j'imagine. Non, mais, tu vois. Donc, c'est marrant parce que tu as des mots qui viennent aussi, qui deviennent importants. Oui, ça te fait changer de paradigme. Tu vois, cathartique. En fait, c'est des mots où, par exemple, j'avais toujours besoin d'aller revoir la définition de ce mot. Cathartique, c'est enfin ça sort. Ça sort et ça te. Et puis ça te transforme et ça te. Libère. Et c'est thérapeutique. Ouais. Enfin, tu vois, c'est un chemin vers la guérison. Il y avait quoi? Il y avait paradigme. Ok, alors. Non, mais c'est toujours une espèce de modèle à suivre. C'est beaucoup employé dans la société. Mais c'est comme pour moi changer de modèle, d'habitude, de vie, de façon de voir. Tu vois, changer les règles, changer tes propres règles. Voilà, il y a peut-être des mots qui me font plus du bien aujourd'hui qu'avant. Dont j'ai plus conscience. Parce que tu les as vécus par ton corps, ces mots t'ont traversé. Voilà, d'être quand même quelque part dans le côté spirituel, où c'est un ancrage en fait. C'est de s'ancrer dans qui beaucoup plus. Quand t'es là, quoi. Et j'aime bien tout ce que mon corps traverse en ce moment en fait. Parce que t'as le cerveau en ébullition, mais t'avais oublié un peu ton corps qui est vraiment tes émotions. L'acting, les stages de théâtre, de jeu comme ça, permettent de prendre vachement conscience de son corps. Donc, c'est quelque chose que j'écoute beaucoup plus. Finalement, il y a des films... tu vas au cinéma, si tu comprends rien à un film, avec ton cerveau, ça te fait chier. Mais parfois, si tu te dis c'est pas grave, mais que tu as des sensations, tu le ressens, et il se passe des trucs à l'intérieur. Là, ton bide te dit un truc, t'as peur, c'est vachement chouette, quoi. Donc le corps et aussi les mots, parce que ta première réponse, c'est les mots. Donc la spiritualité, pour toi, ça passe par le corps et par le choix des bons mots, ou en tout cas, comprendre, vivre un mot. Aspirer à définitivement les réconcilier. Vas-y ma pote, hop, et on est un quoi, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est intellectuel, tu vois. Merci d'avoir écouté ce podcast. S'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée, à en parler autour de vous et à le partager à vos amis. Pour celles et ceux qui souhaitent des guidances personnalisées ou des cours de tarot, rendez-vous sur mon site, lequasdebâton.com. Le Cas de Bâton est aussi sur TikTok et sur Instagram, le Cas de Bâton Tarot. Je vous invite aussi à aller faire un tour sur YouTube, sur la chaîne du Cas de Bâton, si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite pour le prochain épisode. Et en attendant, n'oubliez pas que si on y croit, nos rêves se réalisent. Bonne chance!